Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, petite vidéo de routine, c'est-à-dire analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum ainsi que le Total 3. Allez, intro. Alors, en termes de structure, on est toujours à l'attaque pour le moment de ce petit support 4 heures ici. Hier, on voyait plutôt du up, on l'a eu, mais vraiment dans des moindres mesures. On s'attendait plutôt, on est allé à 58,4, on s'attendait plutôt à minima 59,3 et peut-être quelque chose dans les jours prochains qui nous emmène sur la zone des 60-61. Pour le moment, c'est pas ce qu'on a eu. On a eu un retour sur le support, enfin, on a eu le pump et puis ensuite on a dumpé assez rapidement. Donc, on continue à se faire rejeter par cette petite trend. Vous le voyez ici, cette petite structure de distribution en 4 heures pour le moment. Qu'est-ce qui peut casser une trend? Qu'est-ce qui casse quelque chose en général d'oblique? C'est quelque chose d'horizontal. Donc si à un moment donné le prix doit réagir, ça se fera soit sur ce support, soit pour l'instant sur la zone des 54 600. Globalement, je reste dans l'idée que on va construire un petit peu ce genre de choses, c'est-à-dire un retour autour des 61, et puis ensuite, c'était la conclusion de la vidéo d'hier, et puis ensuite revenir sur la zone des 52 pour enfin finalement revenir à minima en haut de wedge et peut-être casser le wedge, ce que j'appelle le wedge, ou pour certains peuvent y voir un flag, un canal, ce que vous voulez. Voilà, pour le moment, c'est un petit peu mon scénario privilégié à ce stade. On verra les évolutions et comment elles se passent. Il est tout à fait possible qu'on trouve et qu'on aille péter les 42 maintenant, mais ça serait plutôt en fonction du fondamental, encore une fois, de la technique et du sentiment, ce genre de choses-là que j'aurais tendance à jouer. À partir de là, on va voir déjà si ce support 4 heures continue à tenir. Pour le moment, on vient d'ouvrir juste en dessous, donc il faudrait que d'ici 18 heures, on ait déjà récupéré la zone des 56, 58, 56 700, pardon. 50, je voulais dire 56 800, 56 700, je vais y arriver. Voilà, pour le moment, ça continue à la distribution. Vous voyez qu'on s'est fait rejeter ici une nouvelle fois par cette petite trend en 4 heures qui est ici. Donc, on va dire que le scénario privilégié, ça reste de quand même nous faire à nouveau un plus bas, peut-être sur cette zone des 54, pourquoi pas, et de le faire en 4 heures. Pour le moment, il ne reste pas grand-chose, il nous reste une petite demi-heure. Si ce 4 heures doit tenir, ça doit se faire dans la demi-heure qui est actuelle, faute de quoi il faudra le décaler en daily ou autre chose. Il aura beaucoup moins d'intérêt en daily que s'il était en 4 heures. Celui-ci en 15 minutes a pas mal d'intérêt, je trouve, autour des 55 000. Donc voilà, c'est des endroits sur lesquels personnellement j'aime bien quand les supports ont des petites time frames. Voilà pour BTC, on a fait le 4 heures, on ira en fin de vidéo faire une conclusion sur les time frames un petit peu plus petites. Ether BTC, c'est support daily pour moi, ça bouge pas, ça casse légèrement ici, vous le voyez, la traîne de distribution on va dire. Est-ce qu'on peut considérer pour autant qu'elle est cassée, elle date depuis juillet? Oui, là à ce stade on peut considérer qu'elle est quand même relativement bien attaquée. Donc toujours la même chose. Qu'est-ce qui casse en général quelque chose d'oblique? Un support horizontal. On peut pas néanmoins dire que Ether soit en train d'afficher de la force ou quoi que ce soit pour autant. Mais en tout cas, c'est des endroits intéressants, j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'hier. Et un petit peu la même chose en ce qui concerne Ether contre le dollar, toujours en distribution ici à ce stade. Petit support ici en daily, en 4 heures, je pense qu'il a été perdu, c'est pour ça que je l'avais mis en daily. Oui, en 4 heures, il est un peu plus bas. Il est plutôt sur la zone des 2327, on est à 2367. Bon, voilà, c'est pareil, soit on a une impulse et là on est en train de faire une consolidation qui nous permettra de casser cette distribution, soit on va continuer à distribuer pour aller à minima, je dirais, à 2159. Je privilégierais quand même que Ether surperforme légèrement Bitcoin dans les jours prochains. Pourquoi? Parce que il a plutôt l'air d'être en bas de quelque chose. Je parle ici de ce canal là qu'on a touché ici sur cette zone là. Donc à minima on s'attendrait à ce qu'il revienne sur un haut de canal, sous-entendu les 0,50, d'accord, on est là actuellement à peu près au 0,40, s'il doit continuer en tout cas ce qu'il est en train de faire, donc voilà, peut-être une petite période où Ether surperforme légèrement Bitcoin. À voir dans le futur, c'est aussi un bon endroit pour Ethereum pour éventuellement se retourner totalement. Maintenant, on a parlé hier pas mal de déjà
la baisse des taux, etc. Toutes ces choses-là. On venira faire peut-être un point sur l'inversion de la courbe des taux et ce genre de choses quand on parlera du fondamental. En ce qui concerne les altcoins, c'est pareil, on est sur support. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est que ça casse ça. Ça semble vouloir le faire peut-être pour un retour ici. Si c'est pas le cas, bah, c'est un range hein, sur les altcoins entre 19% et 20% de dominance. C'est plus ou moins ce à quoi on a droit depuis le mois de juin. Donc, scénario privilégié, eh ben, petite correction, pardon. On va faire ça comme ça. Scénario privilégié, bon bah petite correction éventuellement avant de retoucher les 19 à nouveau et de revenir ici, d'accord. Et là on aura droit à une correction haussière dans ce cadre-là, c'est-à-dire que là ce qu'on voit c'est un support qui nous emmènerait vers une petite structure de retournement pour à minima retracer à la hausse ce mouvement-là, impulsion, correction, impulsion et puis ensuite impulsion dans l'autre sens. C'est à peu près ce qu'on pourrait jouer sur les altcoins, c'est-à-dire une possibilité que soit elles se reprennent sur ce support-là, hein, c'est pas exclu non plus, et là du coup on sortirait du range, d'accord, vous l'aurez compris, soit rester dans le range et à ce moment-là du coup revenir sur le point bas autour des 19%. On va pas faire la stablecoin dominance aujourd'hui, on va essayer d'aller assez vite et de faire une vidéo un petit peu rapide, donc on passe directement au fondamental. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez accéder aux vidéos affiliées, j'en fais à peu près tous les 2 jours, là j'en ai pas fait depuis un moment, sur le mois d'août j'en ai presque pas fait, parce que c'était les vacances tout simplement, mais vous venez vous affilier sur Bluefin avec le code CryptoSignalFR, vous venez me le dire sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, et vous aurez accès à des vidéos supplémentaires tous les jours, et je rappelle que les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Le fondamental, c'est la routine de tous les jours, hein, de regarder un petit peu les trois. Moins 37 sur les afflux ETF pour la journée d'hier. Mastercard qui lance une carte de débit qui permet aux utilisateurs de dépenser leur crypto à partir d'un wallet non custodial très intéressant, c'est-à-dire vous pouvez utiliser votre MetaMask tout simplement pour éventuellement venir dépenser sur une carte. Il faudrait voir comment ça se goupille cette histoire, est-ce que c'est nominatif, etc. Mais je trouve ça relativement intéressant comme idée. Trump qui prend 1% de plus et qui commence vraiment à distancer Kamala Harris dans les sondages, ça c'est plutôt bon pour la crypto. Par ailleurs, pas grand chose sur le Wall Street Journal. Le rapport ADP, on va en parler un tout petit peu, mais là vous voyez qu'il n'a pas été extrêmement bon. Mastercard, on en a parlé. Les short-term holders, donc les holders de court terme sur Bitcoin, qui commencent à avoir des pertes non réalisées, et ça, c'est peut-être eux qui sont en ce moment en train de vendre, ceux qui sont un petit peu sous l'eau, hein, par exemple, qui ont acheté dernièrement. On le voit peut-être au niveau des ETF. Là où c'est intéressant, c'est que BlackRock ne vend pas du tout. Ici, un petit peu de FUD en ce qui concerne le projet crypto de Trump, où les insiders seraient grassement dotés, on va dire, en dotation de jetons. Mastercard, on en a déjà parlé également. Macron qui pense éventuellement à Barnier comme Premier ministre. Ici, les membres de l'OPEC qui décident de retarder leur plan d'augmenter la production, de retarder leur plan de 2 mois, d'augmenter la production de pétrole après que le prix du pétrole soit à la correction. C'est relativement normal, on appelle ça les cartels du pétrole, hein, bien évidemment, c'est pour ça. Ce sont un petit peu comme des oligopoles, des monopoles, et où donc du coup ils ont la main sur le robinet, donc du coup quand les prix baissent, ils ont juste à baisser le robinet pour que les prix augmentent à nouveau, et là l'effet d'annonce va faire que les prix vont réaugmenter probablement à nouveau. Les Jobless Claims, c'était une info hebdomadaire, ça sort tous les jeudis, qui sont, donc c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage, c'est-à-dire c'est un indicateur sur l'emploi. En ce moment, on va avoir un week-end qui va être très positionné sur l'emploi, je vais vous expliquer après pourquoi. Globalement, en gros, ils sont tombés au plus bas depuis 2 mois. On se rend compte que les embauches se sont calmées, mais que les licenciements n'augmentent pas. Ça, c'est pour la semaine, d'accord. Ensuite, quand on regarde le rapport ADP qui est sorti aujourd'hui, on va dire qu'il n'a sorti que
99 000 jobs. Je pense que sur le dernier, on était à 110 000. Donc du coup, évidemment, ça souligne également une forme de ralentissement. La vraie info, ce sera demain, chiffre de l'emploi du chômage en year-over-year principalement, et puis chiffre de l'emploi du chômage sur le mois d'août. On saura également si les chiffres ne sont pas un petit peu pipotés par des embauches gouvernementales, c'est-à-dire une économie qui va pas très bien, mais que derrière on embauche un petit peu plus de fonctionnaires, et donc du coup ça permet finalement un petit peu pas de fausser les chiffres, mais voilà, d'adoucir le bilan. On regardera aussi vraiment beaucoup demain, 14h30, les hourly wages, c'est-à-dire l'augmentation des salaires. Est-ce qu'ils sont en train d'augmenter ou pas? Donc voilà, ce rapport sur l'emploi sera intéressant. Lisez-le dans sa profondeur. Ça sort sur le BLS, le Bureau of Labor Statistics, qui est l'institution gouvernementale qui calcule ces choses-là, ainsi que le CPI. On passe sur le sentiment. Alors, sur les dernières 24 heures, on a liquidé 100 millions, c'est à peu près le normal. 57 millions sur Bitcoin plus Ethereum, c'est à peu près normal également. Et on a liquidé principalement du long sur à peu près tout le monde, d'accord? Donc l'action de prix a été baissière, ça semble plutôt normal également. Le carnet d'ordre, je l'ai regardé tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à dire. On a des ordres qui sont en ce moment en train d'être touchés, qui s'étaient faxés là ici sur la montée. Donc ça c'est en train d'être servi. Ça veut dire qu'il faut du momentum un petit peu sur la baisse actuelle, puisque vous le voyez ici, on a 400 bitcoins, 290 bitcoins à 55 600, 325 bitcoins ici, 185. Donc voilà, il faut quand même un petit peu de momentum. La baisse actuelle est rachetée par certains, hein. À chaque fois que vous avez une baisse, vous avez un vendeur, un acheteur aux conditions de prix sur lesquelles ils sont plus ou moins d'accord en fonction d'un carnet d'ordre, ok. Là, j'avais noté un point de long à prendre. Bon, désormais, on peut l'enlever puisqu'il vient d'être pris. Et en l'occurrence, il me reste du short au-dessus. Comment se passe cette descente? Alors ici, normalement, et on a été plutôt long à partir de là. Donc là, on vient de passer sous le point. Pour l'instant, ça descend relativement normalement. On n'a pas de nouvelles choses, je dirais, à noter. Voilà, j'ai un petit peu de short en haut de ça. J'avais pas forcément noté, c'est très léger, mais bon, on va le noter aussi également. Voilà, pour le moment, on est en train de nettoyer les longs qui sont sous cette structure-là. Voilà, sur fond de peur de l'économie, on a un petit peu peur de la news potentielle qui va également sortir demain. On aura plusieurs news cette semaine, hein. Il y aura aussi le CPI, je crois que c'est le 11 si je ne me trompe pas, et le meeting de la Fed qui aura lieu le 17-18, donc dans les 13 ou 15 prochains jours. Ça va bouger sévère. Ici, vous le voyez, on avait du long qui était effectivement rentré sur cette structure de retournement ici, hein. On a touché ça. Hier, on avait parlé, nous, des 59,3. Malheureusement, on n'y est pas allé. On est plutôt allé à 58,4, 58,5. Et derrière on se retourne et on vient chercher un petit peu tout le monde qui était rentré sur cette structure là. Vous voyez qu'on n'a pas touché cette petite poche de liquidité là shorteuse, et que depuis, je parle ici du dump, hein, de la manière dont on a baissé, on n'a pas énormément de shorts non plus qui se sont bousculés au portillon. Ici on est venu en servir, on est venu en chercher un petit peu sur ce léger rebond là ici sur la zone des 57,3, mais voilà, c'est assez mitigé pour le moment, assez peu d'open interest. Par contre on a un delta qui est totalement sur la une semaine, hein, j'entends, en faveur des shorters. C'est-à-dire beaucoup plus de shorters que de longueurs, ce qui connoterait peut-être à une action de prix haussière. Quand on regarde la une semaine, on est peut-être en train d'aller prendre la poche ici qui se trouve au niveau des 54, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de l'action de prix, venir faire un petit tour là-dedans. On était venu la prendre quand elle était ici. Pour le moment, on vient pas chercher les shorts, je pense qu'on ira assez rapidement derrière, autour de la zone des 59-61. Encore une fois, moi ce que j'attends, c'est le point d'entrée pour éventuellement me diriger vers les 59,3 à minima, et potentiellement 60-61 000, venir chercher du coup cette liquidité-là, permettre à ceux qui ont acheté là-dedans et là-dedans de revendre, hein, tout simplement. Un petit 10% de bénéfice, c'est pas dégueulasse, et pour ça il leur faut du contrat, et les contrats ils se trouvent ici, donc il faudra peut-être pousser le prix vers le haut. On verra si ça se positionne comme ça. Maintenant, pour le moment, on est quand même sur un sentiment qui est assez dégradé sur Bitcoin, sur fond de potentiel, encore une fois, récession aux États-Unis. Par rapport à ça, et ce dont je voulais vous parler si on a le temps, oui, 13 minutes, c'est pas mal, on peut y aller. C'est de l'inversion de la courbe des taux.
qui vient de repasser positive. En général, quand la courbe des taux s'inverse, c'est-à-dire que les taux à 10 ans sont inférieurs aux taux à 2 ans, c'est-à-dire que l'inflation anticipée, puisque les taux vont dire celui qui est créditeur accepte d'être payé, mais il va forcément essayer de se hedger contre l'inflation, ne pas perdre l'inflation. Et en gros, les attentes sur les taux, j'essaie de vous trouver la courbe des taux, là, ici, si j'y arrive, ça serait bien. Eh bien l'inflation comporte, enfin les attentes d'inflation à 10 ans sont moins importantes que celles à 2 ans. Donc ça nous dit que c'est très grave d'une certaine manière. En général on le voit, et si on se met en monthly, on va peut-être se mettre en weekly, peut-être qu'on verra toute la courbe, oui. Globalement depuis à peu près, bon là j'ai 88-89 en historique. Globalement à chaque fois qu'on a inversé la courbe des taux, c'est-à-dire que les taux à 10 ans rapportaient moins que ceux à 2 ans, d'accord? C'est-à-dire que les attentes d'inflation sur 10 ans étaient plus faibles que celles sur 2 ans. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui s'est dégradé. On s'attend à de l'inflation dans les 2 prochaines années. Eh bien, à chaque fois qu'on a eu ça, en général, bien évidemment, quand on s'attend à de l'inflation, on a une hausse des taux, etc. Et à chaque fois qu'on a eu ça, on a, en tout cas depuis 89, là, si je le regarde ici, eu des récessions. Là, je vous rajoute le GDP, le taux de croissance aux États-Unis, et on voit quand même relativement bien cette corrélation inverse, ou en tout cas que quand on est en inversion, en général, après, s'ensuit une récession. Je parle ici de cette inversion-là, par exemple, et là, on était autour des 4% de croissance, et vous voyez qu'on vient faire un tour au niveau du zéro. Là, il faut que vous regardiez de ce côté-là, hein, l'échelle est de ce côté-là en ce qui concerne la croissance. Ici, inversion de la courbe des taux, et derrière, pareil, on passe de 5% de croissance à 0,25. Ici, inversion de la courbe des taux, alors on avait déjà commencé à se calmer un petit peu avant, mais on a une belle récession après, et on parle ici bien sûr de la crise de 2008, et très légère inversion ici au moment du Covid, même si ça s'est fait extrêmement rapidement, et là vous voyez qu'on est sur la plus grosse inversion depuis quand même un beau petit moment. Donc soit ça passe, soit ça casse très fort, et globalement c'est un petit peu ça que dont le marché est en train sur lequel le marché est en train de faire excessivement attention. On voit que la courbe est en train de repasser positive. C'est pas nécessairement ce qui trigue justement un retournement. Vous voyez ici que en général, quand la courbe repasse, alors là on avait déjà entamé la récession, mais ici quand la courbe repasse positive, on a derrière quelque chose qui se passe quand même au niveau de la croissance. Et là, vous voyez qu'on est dans une croissance qui est en train de se reprendre un tout petit peu. Un taux qui repasse positif, est-ce qu'on ferait pas ici une troisième jambe? Voilà, un petit trimestre ou une petite année où on fait plutôt un zéro de croissance que autre chose. Une récession, c'est 2 trimestres de croissance négative à la suite. C'est en tout cas la plus grosse inversion qu'on ait jamais vue depuis 89. Bon, si on allait voir, je pense, dans le passé, alors là c'est peut-être mes chiffres qui datent un petit peu, enfin où j'ai pas l'antériorité sur les chiffres, mais si on allait voir dans le passé, je pense qu'on y trouverait des inversions peut-être plus importantes il y a de ça une 50aine d'années, ou au moment des années Volcker en tout cas. À voir, j'ai pas de certitude ici de ce côté-là, j'ai pas le souvenir non plus d'avoir vu une charte dans ce sens-là. En tout cas, en général, on trigue une récession. Maintenant, moi, mon avis, personnellement, c'est que Powell est plutôt un bon communicant. C'est-à-dire qu'au moment si jamais il baisse les taux là et qu'il nous donne un 50 points de base direct, et que il nous donne tout de suite une baisse des taux quand même assez rapide, qui garde un chômage quand même dans des proportions relativement complaisante pour l'économie, on va dire ça comme ça, et que tout de suite il vient à rétablir vraiment donc en fait voilà, pour moi, si vous voulez, si je devais établir un bon scénario, en tout cas c'est mon avis, hein, encore une fois je suis pas président de la Fed, ça n'engage que moi, mais si je devais établir un bon scénario, ça serait une baisse qui soit extrêmement rapide, d'accord, des taux. C'est-à-dire au même titre que ce qu'on a fait là on est sur le chemin des 2%, on va voir le prochain CPI, ce qu'il va donner. Mais c'est que finalement, à partir d'ici, on revienne tout de suite dans une séquence où on n'a pas forcément des taux négatifs, mais des taux quasi négatifs, d'accord. Globalement, la dynamique, si
Si elle se colle sur celle du Japon, ça serait carrément de passer dans des taux négatifs, d'accord? Ça serait de continuer dans ce gros canal que vous voyez ici. Vous avez ici, à chaque fois, il me semble que c'est les élections. Je sais plus. Ah non, c'est les pics, j'ai marqué les pics, ouais, voilà, ça. Et donc, en fonction de ça, oui, j'avais fait une sorte de moyenne de quels sont les cycles de liquidité. Voilà, j'avais fait une étude sur les cycles de liquidité, ça y est, je m'en souviens maintenant, qui dure à peu près 4 ans, un petit peu comme sur ceux de Bitcoin. Donc, du coup, j'avais fait des corrélations un petit peu avec tout ça, et les élections américaines également. Je me rappelle maintenant pourquoi j'ai ces fameux traits ici. Ouais, et ben, en l'occurrence, soit ça raccourcit ici, on avait fait une moyenne, je sais plus exactement où on en était arrivé, pourquoi on était arrivé à janvier 2025 pour finalement avoir des taux qui soient au niveau du zéro ou trouver un top pendant un certain temps pour ensuite descendre. Je pense que j'avais fait une moyenne un petit peu de tout ce qui s'était passé par le passé. En tout cas, on voit assez bien ici ces espèces de cycles de liquidité qui font à peu près 4 ans et qui sont... alors, on met à part celui-ci où on était carrément... On a eu une période où c'était du no lending tout le long, on va dire ça comme ça. Une économie un peu en berne, mais de l'argent gratuit. Et puis, voilà, donc ça, je l'avais considéré comme un cycle également. Voilà. Pourquoi je parle de ça? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, alors donc taux de chômage, Powell, on sait qu'il peut accepter 4,3, mais pas beaucoup plus. C'était la barre qu'on s'était mise nous, et on est justement à 4,3, donc on y est, ça y est. Deuxième chose également, sur l'inflation, on aura un CPI, mais ça j'en ai déjà parlé hier, il me semble, dans la vidéo d'hier, oui tout à fait, si je me souviens bien. Voilà, si on arrive à ici enfoncer le clou et à arriver autour des 2,5, 2,6 de croissance, je crois pas qu'on ait eu de consensus encore sur le CPI, je crois qu'on est autour du 11, c'est ça? Ouais. 0,2 en months over months. Pour l'instant, on a le consensus months over months 0,2. Il faudrait voir ce qu'on efface derrière, mais globalement, previews, il y a un forecast qui est sorti de Trading Economics à 2,6. Et hier, on avait regardé l'outil de la Fed de Cleveland qui donnait 2,6, je crois. 2,56, ouais. Voilà, écoutez, on va voir ce que ça dit. On fera peut-être une vidéo plus poussée sur l'inflation, puisque je ne l'ai pas faite le premier du mois. J'ai pas fait cette fameuse vidéo dans laquelle on regarde l'indice des commodités, on regarde pas mal de choses, on regarde Trueflation, etc. Toutes ces choses-là. Donc on la fera peut-être demain, si j'y pense. Et puis, en gros, voilà l'idée. On va sur le Bitcoin, on fait la conclusion de cette vidéo sur des petites time frames. 56 000 pour le moment, c'est pas très joli. Si on avait tenu 57, j'aurais tendance à dire que ça aurait pu être en soi une journée intéressante pour peut-être une reprise. Cela dit, pour le moment, c'est pas très joli. On n'enfonce pas pour autant le support, 17h43. On a ouvert pile dessus, donc il faudra attendre 4 heures pour voir si vraiment on le clôture. Pour moi, c'est un support quand même intéressant. On avait déjà été obligé de le diminuer, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il était quelque part par ici, auparavant, 57 700, là 56, voilà, en tout cas on reste, pour moi c'est le côté assez important de toutes ces choses-là, c'est qu'on reste dans cette distribution-là, quoi. C'est que là il y a eu rejet tout de suite, il n'y a même pas eu, voilà, le petit rebond qui va bien. Donc voilà, question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'on laisse gagner la petite liquidité qui se trouve autour des 60-61 000 sur le weekly, et du coup on vient chercher tout de suite 52 possible, c'est-à-dire qu'on reste dans cette distribution-là et on s'enfonce jusqu'à aller chercher quelque chose dans cette mèche, où là on a des possibilités de retournement assez fortes, notamment sur le 4 heures qui se trouve autour des 50 700, et puis également ici on a un joli 15 minutes autour des 54 667. Donc est-ce qu'on continue dans cette petite distribution ici pour aller chercher plus bas et prendre de la liquidité plus bas, ou alors est-ce que le prix tient sur ce 4 heures et puis finalement nous donne ce fameux rebond? Personnellement, moi ça reste toujours mon scénario privilégié, c'est-à-dire que je considère ici que ce sont des beaux endroits pour éventuellement faire une tentative d'entrée juste en dessous de la structure ici, faire une tentative d'entrée et aller chercher 61 pour ensuite finalement revenir sur la zone des 52. Prendre ce short là, ça me paraît plus compliqué. Voilà, sur la tendance de fond, j'aurais quand même plutôt tendance à privilégier du long en ce moment. Je parle ici pour pouvoir derrière tenir quelque chose, tenir un swing. Maintenant, comment dire,
Voilà, la zone pour shorter, voilà, elle serait peut-être plutôt dans ces zones-là que autre chose. Hein. En gros, ici, dans ces zones-là, ça vaut peut-être le coup de se hedge. Et dans cette zone-là, surtout également, voilà, dans cette zone-là, je trouve que ça pourrait être vraiment plutôt intéressant. Pour le moment, ça me paraît pas être vraiment la zone fortuite pour shorter. Alors malheureusement, ça nous fera peut-être passer à côté d'une bonne occasion, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je le vois comme ça. Je trouve que tout ça est très correctif. Et que du coup à un moment donné on va probablement étant donné qu'on accumule du contrat ici venir les vendre par là quoi, d'accord, c'est ça. Ici j'ai acheté tout ce que j'ai acheté ici, je reviens et je le dégueule à peu près dans cette zone là, et puis ensuite si ça passe tant mieux, ça donne une assez forte augmentation du prix par les liquidations également des shorters, puisque à ce stade là si on a plus d'acheteurs, comment dire, tous ceux qui se sont positionnés à la vente et les achats forcés des liquidations des shorters, puisque quand vous clôturez un short, vous achetez du Bitcoin, et bien à ce moment-là, pourrait aider à aller plus haut dans cette zone. Il va falloir par contre la passer. Si jamais il n'y a pas suffisamment, entre guillemets, il y a trop à vendre dans cette zone-là, ça va continuer à redistribuer à nouveau. Hein. Donc à ce moment-là, on restera dans cette correction pendant encore un petit moment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour le coup, on a essayé d'être un peu plus complet sur les histoires d'inversion de la courbe des taux et de toutes ces choses-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, l'inversion de la courbe des taux, c'est plus un symptôme qu'une cause. C'est pas un indicateur en soi, c'est quelque chose que au travers des cycles économiques et monétaires on retrouve, et ça paraît relativement logique que ça se passe comme ça entre guillemets. Donc j'irai pas aller dire regardez, la courbe des taux s'est inversée donc il va y avoir une récession. Il est tout à fait possible et probable qu'il y ait une récession en effet. Maintenant, je crois plutôt dans une forme de no landing, c'est-à-dire une récession qu'on décale à plus tard. C'est-à-dire, si substantiellement, soit la baisse des taux se fait excessivement rapidement, ou qu'on a un événement un petit peu qui permet de se dire, bon, allez, ok, d'un coup, on renvoie la planche à billets. Et à ce moment-là, je pense que ça peut être intéressant pour nous, entre guillemets, dans la crypto, et pour l'économie, que l'économie pourrait ne pas trop en pâtir. En tout cas, pas avant 2026, 2025, 2026, endroit sur lequel, là, pour le coup, il faudra bien qu'on se la prenne à un moment donné. Comment dire, ça fait un petit moment que la productivité n'est pas exceptionnelle. Il faut comprendre également que des chiffres de croissance, donc de GDP, si les prix augmentent à travers de l'inflation, artificiellement, vous allez augmenter la croissance, hein, puisque la croissance, c'est quoi? C'est la quantité fois les prix, hein, c'est un peu le chiffre d'affaires de votre pays, d'une certaine manière. Donc du coup, les prix sont dedans. Personnellement, je considère que c'est plutôt la productivité qu'il faudrait regarder, productivité qui n'est pas forcément ici en train d'augmenter, hein. Les êtres humains sont pas forcément nécessairement en train de travailler plus. La seule chose qui pourrait être éventuellement salvatrice pour moi, c'est l'intelligence artificielle qui peut éventuellement augmenter la capacité d'un être humain à produire de la valeur avec finalement moins de moyens, moins d'investissement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moins de... vous n'êtes pas obligé, entre guillemets, puisque vous avez encore une fois de l'être humain, du travail et puis du capital qui vont ensemble produire de la richesse, hein, et c'est plus ou moins le principe du capitalisme. Ici, se dire que c'est la productivité qui compte, il faudrait du coup... J'ai le sentiment en ce moment que les économies sont un peu de connivence avec les politiques, c'est-à-dire qu'on utilise des manières de compter et toutes ces choses-là qui, par exemple, ne sont pas en euros constants. En euros constants, si vous allez voir ce qui est par rapport au pouvoir d'achat que vous aviez dans les années 80, ça n'a rien à voir strictement, d'accord? Donc... nous, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule l'inflation par rapport aux habitudes de consommation de l'année d'avant. Hein, l'indice des prix à la consommation, et c'est maintenant comme ça partout dans le monde, est calculé sur les habitudes de consommation de N-1, d'accord, par rapport à un panier, ok. Si jamais cette année-là, c'était une année où tout était extrêmement cher, on va dire qu'en N plus 1,
mes habitudes de consommation auront changé, étant donné que, on va dire, le vin était surtaxé ou très cher, je vais boire moins de vin parce que je vais adapter mes habitudes de consommation. Donc là, ici, en N, j'aurai effectivement un calcul de l'inflation qui se passera sur mes habitudes de consommation, entre guillemets, de quand j'étais riche en termes de pouvoir d'achat. Ici, tout a augmenté, et on a vu que la bouffe augmente énormément en ce moment. Donc, ce qu'on va voir, c'est une inflation des habitudes de consommation qui vont bien sûr s'ajuster en fonction, et une inflation en théorie en N plus 1, donc en théorie maintenant, finalement, puisque les grosses augmentations, elles ont eu lieu il y a à peu près un an, une inflation qui va être artificiellement à la baisse, tout simplement parce que les habitudes des gens, leurs habitudes de consommation ont changé. Ça n'est pas une amélioration, ce n'est pas réellement une diminution des prix ou quoi que ce soit, même si le mécanisme se fait de lui-même. Si le vin a augmenté, eh bien à ce moment-là, le vin a augmenté, il y aura moins de demande pour le vin, bien évidemment. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que théoriquement, les producteurs vont ajuster leur prix et à ce moment-là, diminuer leur prix. Maintenant, cette espèce de main invisible, je pense qu'elle est un petit peu cachée par la manière de calculer un petit peu tout ce qu'il se passe en ce moment. Notamment, encore une fois, on a perdu totalement cette habitude de parler en euro constant. D'ailleurs, même l'expression euro constant n'existe presque plus, alors qu'il y a de ça un bon petit moment. Moi, je me rappelle quand je prenais mes cours de finance, éco-gestion, etc. On parlait de francs constants, ou en tout cas, entre guillemets, il y avait... Comme c'était des vieilles datas, on avait cette idée des francs constants. Cette idée des francs constants, elle était relativement répandue. Et maintenant, cette idée d'euros constants et de dollars constants a totalement été évacuée des idées. En tout cas, c'est pour ça que vous êtes sur la crypto, probablement. C'est pour ça que vous êtes sur Bitcoin, puisque c'est un actif, certes, qui réagit de manière négative à l'inflation, mais qui, sur le fond, est anti-inflationniste, puisqu'il y a un numerus clausus qui ne vous permet pas d'augmenter la masse monétaire. Je voulais faire une vidéo courte, du coup on est à 30 minutes, j'ai un petit peu débordé sur la fin. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et tiens, mettons, quels sont les bouquins que vous avez lus cet été, parce que bon, je trouve que l'été, moi, c'est assez propice à se poser avec un livre. Sur un petit hamac demi-ombragé. Donc voilà, quels sont les bons bouquins que vous avez lus cet été? Allez-y en commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.